Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée sur Sud Radio pour revenir bien sûr sur toute l'actualité rugby, pour se projeter sur la suite de cette deuxième journée de Top 14 avec notamment le match Toulon-Castres ce soir qu'on vivra bien sûr sur Sud Radio. Et puis pour interagir avec vous, on a déjà commencé avec les supporters dans le débrief du multi. Vous nous appelez au 0826 300 300. Et puis il y a quoi, Quentin Cavani, il y aura bien des cadeaux à gagner, non il n'y a pas des petites choses là? Exactement. Il y a des places pour le Loup, Stade Français la semaine prochaine à 16h30. En effet, des places à gagner, gagner par également Canal+. Donc je vous rappelle, vous pouvez gagner 4 places Loup Rugby Stade Français le samedi 20 septembre à 16h30 au Matmut Stadium de Gerland. Ce match, comme l'ensemble des matchs du Top 14 et de la Pro D2, sont à suivre en intégralité et en direct sur les chaînes du groupe Canal+, et à la radio sur Sud Radio. Pour ça, il faut envoyer Sud au 72018, Sud au 72018, Sud SUD, François, évidemment. Bien sûr, SUD. Et voilà. bonne chance à vous. Bien sûr. On va se retrouver donc dans quelques secondes. On fait de petits tutucs. Voilà, c'est parti pour au cœur de la mêlée. Ouais, on est là. Bien sûr, on est là, bien sûr. Mais Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Allez, les résultats de cette deuxième journée avec la victoire de Bayonne face à Montpellier 26-23, le succès de La Rochelle aux dépens de Clermont 34-16, et puis Toulouse qui l'a emporté, victoire bonifiée face à l'USAP 31-13, Pau qui là aussi a réussi un bonus en marquant 4 essais au Stade Français qui n'a inscrit un seul, 34-10 en ouverture de cette deuxième journée. Montauban, le promu Montalbanais, a été battu 18-25, les Montalbanais. On en reparlera d'ailleurs dans cette émission puisque vous le savez, Sébastien Tillesbord sera notre invité à partir de 19h15. Cyprien Bétou, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Premier au cœur de la mêlée version samedi. Je suis un peu ému. Bah oui, puis on a aussi plein de choses à régler comme ça. Juste peut-être faire un petit point sur le classement rapidos, parce que c'est vrai que bon le classement, il veut pas dire grand-chose comme ça en début de championnat. Oui, et puis il reste encore 2 matchs dans cette journée. Il y a un match à 21h ce soir avec le RCT qui reçoit Castres, et demain le Racing 92 qui reçoit l'UBB. Mais actuellement, je peux vous faire le classement. C'est le Loup qui est en tête avec 9 points, suivi de Toulouse 9 points également, Pau 9 points, 3e, 4e Bayonne, La Rochelle 5e, le 6e c'est le Stade Français, Toulon qui joue ce soir est actuellement 7e avec 4 points, 8e Bordeaux-Bègles avec 4 points, Castres avec 1 point, 9e, Montpellier qui arrache un point de bonus défensif aujourd'hui, 10e avec 1 point, Perpignan 0 point et donc 11e, le Racing 92 qui joue demain 0 point également mais qu'un seul match, Clermont 0 point, 13e, et Montauban 0 point, 14e. Pour la petite info, c'est que Clermont, je crois, si je me trompe pas, n'a jamais été à 0 point après 2 journées depuis que le Top 14 est Top 14. Donc voilà, c'est une première pour les hommes de Christophe Urios. Oui, il y a un petit peu d'Alexandre Priam dans Cyprien Bétou quand les stats comme ça c'est lui qui me l'a dit. Je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'est Alexandre Priam qui me l'a donné. C'était un clin d'œil. Juste quand même pour dire que c'est sympa de voir. C'est pour ça qu'on donne aussi le classement, parce qu'on voit aussi des équipes aux avant-postes qu'on ne voit plus forcément après dans la région, dans la saison, avec Lyon et notamment Pau, parce que c'est vrai que l'une des informations, c'est quand même cette deuxième victoire de Pau, victoire assortie d'un bonus. Pau l'a emporté, et Quentin Barbassa, tu as commenté ce match. Les Palois, bon, on va dire, ils ont fait une bonne première mi-temps. Une très grosse première mi-temps même, où ils ont dominé de la tête et des épaules. Pendant 40 minutes, ils avaient 75% de possession, même d'occupation aussi. Ils ont marqué 3 essais, avec notamment un Théo Atisogbe très tranchant. Il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives, notamment une splendide pour Aaron Grandidier quand il fait un 1-2 sur le côté droit. Là, il a pris la défense parisienne à contre-courant sur la droite, et du coup le 3 carrés l'international a été éclatant. Qui c'est qui a marqué également? Ewatt, qui a été aussi au relais d'Atisogbe. Et puis au tout début, c'était Dan Robson en filou comme un bon neuf derrière un ruck.
Voilà, c'était donc ce match remporté 34-10 par les Palois qui confirment donc leur succès de la première journée face à Castres. Jean-Baptiste Elissal qui va nous rejoindre, on l'attend. Cyprien, toi tu as suivi les Toulousains, c'était aussi laborieux pour des Toulousains qui, on le sait, sont encore un peu en rodage. Ils ont commencé plus tard, tous les joueurs titulaires bien sûr ne sont pas là. Ils affrontaient l'USAP. L'USAP avait besoin de se racheter après sa défaite à domicile face à Bayonne, avait besoin de venir chercher un petit peu quelques certitudes en termes de groupe, d'état d'esprit. La première mi-temps des Catalans a été bonne et les Toulousains ensuite étaient, on va dire, plus faciles en deuxième période. Ouais, plus tranchants les Toulousains en deuxième période. À la mi-temps, il n'y avait que 17-13. Donc en effet, les Catalans étaient largement dans la rencontre. Les Toulousains étaient vraiment très impressionnants en première mi-temps, des occasions, plusieurs fois des incursions dans les 22 mètres, mais pas ponctuées d'essais. Et en deuxième mi-temps, ils ont un peu corrigé le tir avec plusieurs essais à la clé, mais on retient notamment la grosse performance du jeune premier centre Calvin Gourgue, le jeune joueur moins de 20 de l'équipe de France moins de 20, qui a sorti une performance assez XXL pour le coup en ce jour, et d'autres joueurs, notamment Julien Marchand, qui quand il est rentré a été assez impactant, que ce soit en mêlée, en touche ou même au niveau du grattage. Mais les Toulousains ont assuré l'essentiel, un bonus offensif contre des Catalans fébriles, les Catalans qui sont à 0 points, et Toulouse eux qui, comme tu l'as dit, sont en rodage, mais en rodage plutôt positif. Avec un 14-0 en deuxième période qui a fait donc 31-13. Au final, victoire bonifiée pour les Toulousains. Est-ce que Jean-Baptiste a pu nous rejoindre? Il est là. Bonsoir Jean-Baptiste, merci d'être au cœur de la mêlée avec nous en direct. Réaction sur ces résultats? J'imagine que le Rochelais que tu es de naissance doit être sensible au succès du Stade Rochelais face à Clermont. Oui, un succès. Bonsoir à tous. Un succès qui est venu dans les derniers instants. L'occupation a été bonne de la part des Rochelais, mais ils ont eu du mal. Ils sont heurtés à une bonne défense clermontoise, mais ils ont vraiment du mal à finir leurs actions. Mais bon, ils s'en sortent plutôt bien à la fin. Et pour les Clermontois, les 15 dernières minutes ont été affreuses pour eux, malheureusement. Ouais, il y avait 13-8 à la mi-temps, on le rappelle. Est-ce que le renouveau dans le jeu, en tout cas que ça avait été ton focus dans l'émission du dimanche au cœur de la mêlée sur Sud Radio, est-ce que ce que tu avais entrevu du Stade Rochelais contre l'UBB s'est confirmé aujourd'hui? Oui, un petit peu, on le sent venir, mais ça va être un travail de longue haleine. Ce qui est très bien, c'est de travailler dans la victoire, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Là, ils vont pouvoir s'en sortir, mais paradoxalement, pour asseoir ce jeu, il va falloir une meilleure conquête, notamment en touche. Je les ai trouvés depuis 2 week-ends très fébriles dans ce secteur-là. Oui, la victoire au forceps de l'Aviron Bayonnais face à Montpellier. On rappelle qu'il y avait 23-23 à la 68e. Est-ce que ça te surprend? Voilà, on va encore voir un Aviron Bayonnais qui va défendre Jean Daugé un peu comme au forceps à chaque fois. Mais tu vois, à 5 minutes de la fin, j'avais marqué l'habitude de gagner dans les derniers instants. C'est ce qui s'est passé les dernières X fois. Et au moment où j'ai fini d'écrire mon point d'interrogation, ils ont eu 2 pénalités, la première loupée et de peu, et la deuxième en face des poteaux. Ils ont quelque chose en plus avec ce public, ils ont une force collective et une croyance en eux assez incroyable. Ils arrivent à se sortir de tous les faux pas, mais aujourd'hui ils ont été bien aidés par le buteur montpelliérain qui a loupé 3 ou 4 pénalités, il me semble. Alors difficile, mais bon, ça aide pour gagner les matchs. Miotti, mais quand même bonne prestation. Je sais que tu as un œil particulier. Montpellier était entraîné par Jean-Baptiste Elissal lorsque les Montpelliérains ont été champions en 2022. Voilà, on a vu quand même une équipe de Montpellier qui a eu un bon état d'esprit, qui a essayé de jouer, qui a fait des choses, qui a été la première équipe à inscrire un essai dans ce match dès la 10e minute par Gandébé. Ouais, c'était un peu moins brouillon que la semaine dernière. J'ai trouvé les chaînes offensives, les enchaînements entre avant et 3 quarts un peu plus posés. Il y a encore pas mal de déchets. Ils ont une mêlée coup-ci, coup-ça, il y a eu du bon et du moins bon, ce qui les a empêchés aussi. Ils ont perdu 2 touches très importantes dans les derniers instants, malheureusement. Mais il y a du mieux. On aurait pu penser que après la défaite inaugurale de ce déplacement à Bayonne serait beaucoup plus compliqué pour eux. Ils sont s'en sortis. Ils peuvent regretter de ne pas partir avec les points du match nul, voire un peu mieux. Je vous dis, avec un bon buteur ce soir, ils peuvent faire le braquage idéal.
Ouais, est-ce que là, bon, c'était des formes de jeu toujours un peu basées sur le jeu d'avant. Est-ce qu'il y a un peu plus de volume? Est-ce qu'il y a un peu plus de construction derrière, notamment? Un petit peu plus. La semaine dernière, ça avait été très brouillon. Ça partait dans tous les sens. Un coup à droite, un coup à gauche. On sentait des joueurs qui avaient beaucoup d'envie, mais qui avaient du mal à trouver. Là, j'ai trouvé des choses un peu plus intéressantes, comme je te le dis, dans les chaînes. Les chaînes, c'est ces enchaînements, la passe après le 9, la passe après le 10, avec des joueurs qui viennent se proposer. C'était un peu plus clair, mais il faut encore le peaufiner un peu plus. Je pense que eux aussi, ils vont effectuer une mue. Le rugby de Montpellier, pendant longtemps, a été basé sur cet affrontement. Si Benoît Payog, qui est en charge de l'attaque, veut faire évoluer tout ça, il va falloir là aussi du temps. Est-ce qu'ils en auront dans ce club-là? Ça peut paraître un peu compliqué, mais on a senti du mieux cette semaine. Bon, voilà, Montpellier battu à Bayonne, on le rappelle, 26-23, mais bonus défensif pour les Montpelliérains. Pau, Stade Français, 34-10, on en a parlé il y a quelques instants. La confirmation quand même de la victoire de la semaine dernière à Castres. Voilà, qu'est-ce que tu retiens de ce match, Jean-Baptiste? Voilà dis-moi. Peut-être ce qui manque à Pau pour franchir un cap dans le top 14, c'est un peu plus de densité devant. J'ai aimé leur mainmise sur le match. Alors oui, en termes d'occupation, c'est vrai que les Parisiens n'ont pas produit grand-chose, ont beaucoup subi, en effet. Mais je commence à voir un peu plus de maturité, un peu plus de force dans le paquet d'avance qui leur manquait vraiment pour franchir un palier. Et donc s'imposer à Castres dans un match pas très abouti, mais bon, le parfait match à l'extérieur, solide sur les bases. Et aujourd'hui, arrivé à la 50e, j'ai vu ce ballon porté, par exemple, sur une quinzaine de mètres, là, bien orchestré. Je sens que Pau s'est un peu plus renforcé devant. Ils avaient beaucoup de qualité derrière et ça peut faire du coup, avec un début de saison de victoire, ça peut être le trouble fait pour les 6 cette année. Et Jean-Baptiste, tu l'as dit, ils sont plus forts devant et il manque encore 2 joueurs importants pour Pau. C'est les 2 Argentins, Facundo Issa, numéro 8, et Montoya, le talonneur. Donc quand ces 2 joueurs vont arriver, le pack de Pau risque vraiment d'avoir de la maturité, d'avoir de la puissance, et avec les pattes qu'ils ont derrière, ça va être une équipe sérieuse à jouer et pénible à jouer tous les week-ends pour tous les autres clubs. Ouais, c'est exactement ça. Le top 14 est très dur, mais il n'est pas très compliqué. Je sais pas si vous voyez la différence, mais ça se joue un détail, quoi. Ouais, il faut vraiment être costaud devant. Et ils l'ont prouvé à Castres. Castres, c'est jamais facile d'y s'y imposer, même si le contenu était pas très très bon. Ils ont fait front et ils ont même imposé un peu leurs pattes, puisque là aussi un essai vient d'un ballon porté dans le côté fermé. Et aujourd'hui, vraiment, je les ai trouvés bien plus denses que par le passé. Et s'ils continuent comme ça, ça peut faire la belle surprise du championnat et ceux qui peuvent jouer trouble 7 dans les 6 en effet. Ouais. Et si tu continues comme ça, Jean-Baptiste, on peut se régaler pendant 3 quarts d'heure encore sur Sud Radio. Voilà, c'est au cœur de la mêlée. On est ensemble parce que dans un instant, on va avoir Sébastien Tilliousbord qui est avec nous, le manager, entraîneur de Montauban, qui ouvrait cette 2e journée. Montauban battu par Lyon, mais attention, Montauban n'était pas loin face aux Lyonnais. On va en reparler dans un instant sur Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous, les supporters du rugby, les amateurs de rugby, vous nous appelez au 0826 300 300 au cœur de la mêlée pour débriefer bien sûr cette journée de top 14 et notamment le match d'ouverture Montauban face à Lyon. On est avec Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant Sud Radio, Cyprien Bétou, Quentin Cabanis, toute l'équipe Sud Radio et notre invité Sébastien Tilliousbord, entraîneur de Montauban, entraîneur battu, mais j'imagine Sébastien, quand on connaît ton tempérament de vainqueur, j'imagine un peu déçu quand même par ce résultat 18-25, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne. Salut. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. Non, c'est vrai, oui, déçu, bien sûr. On est toujours déçu quand on perd. Voilà, ce soir, on voulait vraiment avoir notre première victoire à Sapiac, voilà, devant tout notre public. Malheureusement pour nous, ça passe en notre faveur. On a fait un bon match, vraiment sur le jeu, mais on a été trop faible sur des petits problèmes de turnover, sur des choses très simples qu'on n'a pas bien réalisées. On a manqué un petit peu de maîtrise.
La maîtrise, c'est le secret d'un top 14 que Jean-Baptiste qualifiait de à la fois dur, et c'est comment tu disais, c'est simple et dur à la fois. Hein, il faut être bon devant. Jean-Baptiste Elissal avec Sébastien Tillous-Bord, forcément des histoires de demi-mêlée à se raconter. Ouais, salut Seb. Bon, déjà félicitations à vous pour l'année dernière. On sait à quel point il est difficile de monter. Malheureusement pour vous, on connaît les contraintes. Recruter en fin de saison comme ça, c'est assez compliqué pour le finaliste qui monte. Malgré tout, j'ai essayé de faire un parallèle, j'en ai parlé avec François par rapport à Vannes l'année dernière et notamment sur votre premier match, un peu moins aujourd'hui. Je vois des longues séquences de possession dans cette zone entre les 30 mètres adverses et vos 40, où vous produisez un bon rugby, indéniablement, mais j'ai l'impression que ça vous use et que, comme tu le dis, sur des séquences après, avec cette perte je pense, un peu de fatigue physique et cette perte de maîtrise, sur des petits scories, vous prenez des essais très simples et trop simples. Et je me demandais si pour garder un peu de jus, notamment dans les 30 dernières minutes, à partir de la 50e, un peu comme aujourd'hui, si vous ne devriez pas axer un peu plus votre jeu sur des possessions avec un peu plus de jeu au pied offensif plutôt que de vous user sur les longues séquences. J'ai pas en mémoire, et toi tu dois s'en souvenir, le coup d'envoi au Paris la semaine dernière, oui. 15 ou 16 temps de jeu pour finir à jeter un ballon en touche alors que sans avancer, alors que vous avez des possibilités sur la troisième passe de mettre des chasses et de vous soulager un petit peu et d'occuper le terrain. C'est vrai que ça a été notamment sur le premier match, comme tu dis, plus que ce week-end. Sur le premier match où on a cette première séquence où on récupère le ballon, on fait 2 minutes de jeu effectif. D'ailleurs, c'est touche pour le Stade français. On est pénalisé on sort pas du ruck. En fait, ils ont 2 ballons. Avec 2 ballons, ils arrivent à faire 60 mètres sans rien faire. Et c'est un petit peu ce qu'on a travaillé cette semaine sur pas forcément la dépossession, mais vraiment jouer quand il était utile de jouer. Et dans notre zone 40-50, plus utiliser le jeu au pied ou d'occupation ou de pression. Mais aujourd'hui, on a été un peu mieux sur ça, mais on n'a pas été cohérent sur notre jeu au pied. On a mis beaucoup de chandelles sans pression dessous. On devait aller plus sur de l'occupation. Notre stratégie, c'est d'occuper un petit peu plus dans les corners pour les mettre à mal et avoir des ballons de contre-attaque où on remettait de la pression. Et on n'a pas été spécialement bon sur ça. On n'a pas vraiment respecté la stratégie. Donc c'est plein de petits détails, comme tu dis, qu'on doit rectifier au fur et à mesure des week-ends, mais il faut les rectifier très rapidement parce qu'on a besoin de gagner aussi très vite. Donc voilà, aujourd'hui on a besoin de trouver un juste milieu entre jouer, avoir la possession et les moments de dépossession qui nous permettent de revoir la possession avec des turnovers et des ballons qu'on peut jouer où on remet de nouveau du jeu au pied. Ouais. C'est sûr. C'est une sorte de maîtrise. Hein. C'est dans la maîtrise de notre charnière. Quel moment on joue, à quel moment on ne joue pas. Voilà. Et effectivement, tout cet apprentissage qu'il faut faire rapidement. Cyprien Bétou avec Sébastien Tillous-Bord, notre invité dans Au cœur de la mêlée. Bonsoir Sébastien, oui, on a suivi ce match sur Sud Radio et on l'a vu, les Lyonnais, ils n'ont pas fait un grand match et pourtant ils gagnent. Vous récoltez même pas le point de bonus défensif. Je suppose la frustration, surtout que sur les 10-15 dernières minutes, vous avez pas mal de munitions gâchées, que ce soit en touche ou sur des imprécisions. Comment on peut remotiver les joueurs en disant voilà, on n'est pas passé loin même de la victoire si vous étiez un peu plus précis sur des moments clés et pas loin du bonus défensif. Comment on remotive les joueurs pour rebasculer sur la semaine d'après? Quel est le discours à la fin du match après une telle performance qui est plutôt positive mais 0 point à la clé? Ouais, les remotiver, c'est pas très compliqué. On a fait des bonnes choses. Il faut garder ce qu'on a fait de bien, ça c'est sûr. Par exemple, sur la première mi-temps, on a 3 ou 4 occasions où on doit marquer des essais et on le fait pas. On s'est précipité. Comme l'a dit Jean-Baptiste, on a manqué de maîtrise par moment sur faire peut-être un peu plus de possessions. Mais là, dans la zone de marque, aujourd'hui, on a été défaillant. On a voulu des moments sortir le ballon alors qu'on était à 5 mètres de la ligne. En travaillant, en étant patient, on aurait pu marquer ces ballons-là. On a voulu de suite aller marquer sur l'extérieur. Donc c'est un peu de maîtrise, c'est un peu de patience. C'est des choses qu'on travaille à l'entraînement, qu'on va continuer à travailler pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et sur la même page. Et ça, c'est le plus important. On va leur montrer les choses qu'il faut qu'on améliore pour qu'on puisse performer dès le week-end prochain et qu'on voit une amélioration dès le week-end prochain. Je pense qu'on a déjà vu une amélioration depuis le Stade français. Aujourd'hui, on a besoin on va aller à Bordeaux, grosse équipe, on a besoin de faire un gros match là-bas
Et après, on aura Montpellier à la maison. Donc il faut qu'on s'améliore sur ces petits détails, mais qui sont trop importants en top 14. Parmi les points positifs, quand même, je lis les stats, là, 7 pénalités concédées quand même seulement. Jean-Baptiste, c'est quoi les tips que tu peux, toi, entraîneur expérimenté, au jeune entraîneur qu'est Sébastien, pour que il trouve cette maîtrise rapidement? Non, il a tout à fait raison. Je pense que c'est vrai que en fait, les jeux au pied qui ont été tapés aujourd'hui ont été faits un peu dans la précipitation. Exactement. Souvent trop longs quand tu veux les taper à la récupération sur des chandelles de pression, et du coup il y a personne dessous et tu te mets un peu le feu. Il peut en rajouter un ou deux ou trois avec sur la 2 ou 3e passe après le 10, là quand l'arrière ferme, pour glisser des ballons rasants qui va leur permettre de mettre l'adversaire sous pression, de s'économiser eux. L'adversaire va rendre les ballons, s'il tape en touche, tant mieux. S'il tape dans le terrain, il y aura des bons ballons de contre-attaque à jouer, il l'a très bien dit. Et moi, j'ai vraiment en tête la saison de Vannes l'année dernière. Vannes, ils sont pas passés loin, et je pense qu'ils sont à vouloir trop jouer avec à la main. À vouloir trop jouer à la main, parce que jouer au pied, c'est aussi une arme offensive. À vouloir trop jouer à la main, ils se sont fatigués. Aujourd'hui, même en tapant maladroitement, en économisant un peu d'énergie, les 20 dernières minutes, elles sont pour Montauban, et il va insister là-dessus, Seb, et ça va passer. Et après, il y a le déclic de la victoire. Bien sûr que ça sera dur, bien sûr que ça va être compliqué, mais ça, pour moi, ça peut le faire. Voilà, après, c'est quelque chose qu'on a maîtrisé en fin de saison dernière, qu'on maîtrisait parfaitement, ça. Ce jeu au pied de dépossession, les moments où on devait attaquer, on choisissait les bons moments, et on a un peu perdu ça en fait à l'intersaison, mais je pense que c'est un peu la confiance, c'est un peu l'appréhension peut-être du top 14 aussi qui nous a peut-être un peu bousculé sur ça, donc il faut juste qu'on remette des choses au bon endroit, c'est tout. Sébastien, pour conclure avec Jean-Baptiste, mais très rapidement, t'es quand même rassuré ce soir après 2 journées, ton équipe a le niveau du top 14? Sincèrement, je trouve que l'équipe elle a bien joué aujourd'hui, elle a bien réagi. Le niveau, je trouve qu'on a bien progressé depuis la saison dernière. Et voilà, il faut qu'on soit plus performant sur les points qu'on a cités auparavant. Si on est performant sur ça, ça nous permettra, comme il a dit Jean-Baptiste, d'avoir plus d'énergie dans les zones de marque et dans les zones où on doit être vraiment fort et là où on doit être très conquérant. Et ça nous permettra de scorer plus, et ça nous permettra de mettre dans une bonne confiance pour gagner les matchs, clairement. On vous le souhaite en tout cas. Merci Sébastien d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci, et merci à cet échange entre 2 anciens illustres numéro 9 de notre rugby français. Et on va se retrouver dans un instant avec toujours Jean-Baptiste Elistal, toute l'équipe Sud Radio, et notre prochain invité, ce sera Bernard Lemaître, le président du RC Toulon. On est au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous, les passionnés de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Tout le monde est là, bien sûr, pour suivre cette 2e journée qu'on a suivie dès 14h30 sur notre antenne. Ce soir, Toulon-Castres, 21h. Toulon qui fait ses débuts à Mayol. Toulon qui nous a impressionnés la semaine dernière à Montpellier, victoire 27-17. Et Toulon qui nous fait l'amitié, et son président notamment, Bernard Lemaître, d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir, président. Bonsoir, Bernard. On est avec Jean-Baptiste Elistal et toute l'équipe Sud Radio. Bonsoir François, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je le disais, c'est le retour à Mayol. C'était 3 mois après, ce sera contre Castres. 3 mois après une victoire en barrage contre Castres. Forcément un bon souvenir. C'est toujours un moment important pour le président que tu es, Bernard, d'ouvrir le stade, entre guillemets. Oui, d'abord on a faim de rugby, et puis on a faim de rugby à Mayol. Donc c'est tout à fait vrai. Merci, ça va être un bon moment, j'espère, tout à l'heure, quel que soit le résultat. Alors on sait que le stade Mayol avait eu des petits problèmes l'an dernier. Est-ce qu'il y a eu des aménagements, et est-ce que il y a des améliorations pour l'accueil des spectateurs? Il y en a 2 qui sont importants. L'un, c'est la sono qui a été complètement révisée, refaite. C'est important pour les spectateurs. Et puis, pour les spectateurs et téléspectateurs, une lumière également, un éclairage du stade complètement refait, avec des LED, des possibilités de jeu de lumière. Enfin, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, très, très, très moderne. Donc, ça, c'est une première ce soir. Et donc, on attend ça avec impatience.
Cyprien Bétou avec Bernard Lemaitre, président du RC Toulon. Bonsoir président, la semaine dernière vous avez gagné à l'extérieur, là c'est à domicile contre un Castres qui a perdu à domicile, ça risque d'être un gros match. Vous avez travaillé avec Pierre Mignoni sur un effectif pour cette saison 2025-2026 plus performant avec des recrues qu'on a vues lors de la première journée. Vous êtes content de l'intégration de ces recrues, que ce soit Brex au centre ou Mercer en troisième ligne? Vous sentez que le groupe s'est étoffé et que ça va dans le bon sens pour cette saison? Oui, je crois que ça va dans le bon sens, effectivement. On souhaite faire progresser l'équipe à travers un jeu plus diversifié, plus animé, plus rapide aussi. Et je crois que ces deux recrues apportent, chacune dans son genre évidemment, apportent quelque chose de tout à fait positif dans ce sens-là. Et puis on a, vous l'avez remarqué sans doute, on intègre pas mal de jeunes. Donc Marius Daumont est remis à l'arrière malgré la concurrence avec Jeminet, Oliver Kawi 20 ans, 3/4 centre, Joël Caraba 3e lignel. Donc vous voyez, on intègre peu à peu des gosses qui étaient dans le centre de formation il y a très peu, qui amènent beaucoup, non seulement de la concurrence, mais qui amènent beaucoup de dynamisme. Et l'esprit club que vous cherchez à développer. Vous savez que vous avez des petits nouveaux, Bernard, à Toulon. Ben nous, on a un petit nouveau à Sud Radio, c'est Jean-Baptiste Elissade, notre consultant. Jean-Baptiste, voilà, petite question au président toulonnais pour justement lancer cette saison. Comme tout bon président, bonjour d'abord, il m'a devancé. Je voulais lui parler de sa jeunesse. J'ai vu l'année dernière une équipe espoir qui a fait un bon parcours, quelques jeunes qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Je voulais savoir si c'était dans sa politique de club un axe important pour lui, la formation, et si oui, quels moyens ils avaient mis en place à Toulon pour ça. Oui, l'an passé ça a été une bonne saison, mais enfin une bonne saison, c'est une saison où on gagne. Et on a été battu en demi-finale, donc il y a un petit goût d'inachevé. Néanmoins, on progresse année après année à ce niveau-là. Et effectivement, de la formation, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai remis en place à mon arrivée il y a maintenant 5 ans. Et qui devient prépondérant pour le club, non seulement à travers les espoirs, mais à travers toutes les catégories de clubs, dans une espèce de recherche de cohérence entre les plus jeunes et puis les pros, des plus jeunes aux pros. Donc ça, c'est effectivement, je confirme, c'est très important et on compte dessus de plus en plus sur l'avenir. Et on le voit aussi avec des jeunes qui s'affirment de plus en plus, donc on le disait, en équipe première. Qu'est-ce que vous avez appris, Bernard Lemaitre, au RCT du parcours de l'an dernier? Voilà, il y a eu l'accession directe au barrage, puis la défaite assez large en demi-finale. C'était quoi le principal enseignement? Le principal enseignement, c'est que c'est comme un escalier avec beaucoup de marches. Il faut déjà arriver dans les toutes dernières, puis à ce moment-là, effectivement, on se heurte au tout meilleur. Et pour ce faire, il faut encore progresser. Il faut encore travailler, il faut progresser. On sait ce qui nous a manqué, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental, pour aller un peu plus loin. Donc, on en tient compte cette année. On va essayer de garder plus de fraîcheur en faisant plus tourner, en jouant non pas sur une équipe, mais sur 2 ou 2 et demi. Tout au long de la saison, à la fois en championnat et en Coupe d'Europe. Donc ce qui nous manque, c'est ça, c'est la dernière marche, et on a l'ambition d'abord de se qualifier dans les 6, et puis bien entendu, et puis ensuite, sans prétention, d'aller un peu plus haut. Voilà, on vous le souhaite en tout cas. Cyprien Bétou avec Bernard Lemaitre. Président, on l'a vu là durant les dernières semaines, vous avez reçu, eu 2 refus pour la saison prochaine au niveau des recrues, Lenny Nouchi du côté de Montpellier, mais également Baptiste Jonot du côté de Clermont. Cette recherche de jeunes joueurs, de jeunes talents français, c'est ce que vous recherchez, donc avec votre centre de formation également. Comment vous l'avez pris, le fait que ces joueurs préfèrent rester à domicile en signant un contrat plus long, alors que vous avez essayé de les attirer chez vous, au RCT? J'étais extrêmement déçu. Nous avons été extrêmement déçus parce qu'on a déployé beaucoup d'efforts pour les attirer chez nous. Ceci, c'est dans le cadre d'une politique. On va continuer, bien entendu.
avec d'autres, dans le cadre d'une politique qui a pour objet de renouveler l'effectif avec une vision à 3 ans grand. Donc pour ça, il faut taper rechercher des jeunes qui ont 21 ans, 22 ans, qui sont doués, qui ont déjà une expérience non seulement en top 14 mais internationale. Et c'est ce que l'on fait. Donc on a échoué avec ces deux-là, c'est dommage. Tant mieux pour eux, leur club, qui les conserve. Mais on va poursuivre cette recherche en parallèle avec, comme on vient de le commander, avec notre formation bien entendu et l'effectif existant. Mais enfin, il faut penser au turnover de façon permanente et on ne prépare pas que la saison suivante, la saison présente et la suivante, on prépare également les années à venir. Jean-Baptiste Elissalde, ton regard, toi, sur le RCT, puisqu'on partage avec Bernard Lemaître, voilà, pour passer les petites marches supplémentaires, là, le dernier petit step. Mais je crois que le président a bien senti et Pierre Mignoni en est extrêmement conscient. C'est que pour arriver à jouer sur ces 2 tableaux et à franchir les 2 derniers paliers qui t'amènent chercher les étoiles, il te faut un effectif très complet et notamment ces jeunes joueurs que tu peux avoir le plus possible de gifs qui peuvent venir combler dans ta rotation le départ des internationaux sans que tes résultats baissent. Ça crée de l'émulation, ça crée de la concurrence et tout le monde est tiré vers le haut. C'est ce que fait admirablement bien Toulouse depuis beaucoup d'années, que Bordeaux est en train de faire. Et si Toulon a compris ça, et dans les propos que j'entends, s'il se projette déjà à 2-3 ans avec des recrutements très ciblés, ça va venir. Il faut être patient, bien évidemment. On aimerait que ça arrive vite, mais je crois que depuis que Pierre est arrivé, il y a une progression constante, tranquille, sans s'affoler alors qu'on est dans le sud. On pourrait, en général, ils sont très sanguins là-bas, mais on sent qu'il y a de la sérénité. Tout est bien construit. J'ai bien aimé le recrutement de Brex parce qu'il y a avec cette connexion avec Garbici, avec Parissé, avec Massy, ça parle le même langage. Et on l'a vu sur le premier match, c'est quelqu'un qui va leur apporter beaucoup au milieu de terrain, de l'ancienneté avec Saint-Zel qui doit amener le petit Koui avec lui et lui apprendre les ficelles du métier. Et ce mélange de jeunes et ce mélange d'anciens va les amener à performer sur les 2 tableaux, à être beaucoup plus constants et à garder de l'énergie pour les 100 derniers mètres, c'est-à-dire les phases finales. Ouais, Bernard, le temps paraît long, j'imagine, quand tu as construit beaucoup de choses dans ta carrière professionnelle et le temps, tu sais ce que c'est, mais ça te paraît long aujourd'hui, cette route vers le succès, vers les sommets pour le RCT? Ça me paraît long parce que je suis impatient par nature, mais en même temps, je suis tout à fait conscient que les choses dans ce domaine-là ne se construisent pas seulement d'une année sur l'autre, parce que ce que l'on veut, c'est beaucoup de pérennité dans la performance. Un petit peu à l'image de Toulouse, qui est un modèle. Pour avoir cette pérennité, il faut exactement faire ce que vient de décrire Jean-Baptiste Elissalde, c'est-à-dire être patient, construire, cibler et avoir effectivement entre 2 et 3 équipes qui sont prêtes à tourner en permanence avec beaucoup de concurrence, beaucoup d'émulation. Ça, c'est le jeu que l'on joue qui fait du sens, tout simplement. Parmi les nouveautés, on va te libérer, Bernard. Pour le RCT, il y a un sponsor maillot. L'an dernier, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que le RCT est plus attirant ou que tu as baissé le tarif? Non, je suis pas un habitué de la baisse des tarifs. Mais il fallait trouver le bon et on cherchait un sponsor qui ne soit pas que de passage. Donc ils sont engagés avec nous sur 5 ans d'une façon graduelle. Ils sont très 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 intéressés, très ambitieux par notre projet et ils sont très rugby aussi. Il y a une origine irlandaise qui est certaine, donc ça nous a plu aussi. Voilà. Est-ce que, on va dire là aussi, la recherche d'ouverture du capital est toujours à l'ordre du jour, et est-ce que c'est un dossier sur lequel tu travailles toujours, Bernard? J'écoute. Excusez-moi de vous couper, mais il y a eu un bon recrutement aussi dans le back-office avec Madame Casanova et Monsieur Mazot. Oui, tout à fait, oui, effectivement.
et également Martin d'Argentlieu qui est opéré à l'OM récemment. Donc tout ça, ce sont des personnes qui fondent le club en même temps que moi, c'est pas seul. Une organisation, je dirais, de back-office extrêmement solide en parallèle et en connexion avec le sportif, c'est quelque chose qui là aussi prend du temps pour se faire, mais là je crois qu'on commence à être bien garni, si j'ose dire. Et bien voilà, on vous souhaite en tout cas pour la saison et pour les bons débuts à Mayol. Merci Bernard Lemaitre d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio. Je sais qu'il y a quelques instants, vous étiez encore avec les joueurs dans le briefing d'avant-match, avant ce match Toulon-Castres. Voilà, et merci d'être venu sur Sud Radio. Excellente soirée et à bientôt Bernard, président donc du RC Toulon. Bernard Lemaitre, toujours un plaisir de discuter avec des hommes de cette qualité. On se retrouve dans un instant, bien sûr, pour se projeter plus précisément sur le match. On ira du côté de Mayol, retrouver Mathias Merlot. On ira aussi discuter avec les supporters au 0826 300 300. Jean-Baptiste Elissalde est toujours avec nous. Vous nous appelez. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 19h48 sur Sud Radio. Vous êtes bien sûr les bienvenus si vous nous rejoignez au 0826 300 300. Dans un peu plus d'une heure, le match Toulon-Castres sera à vivre en direct en intégralité. On vous rappelle les résultats. La victoire de Montauban, la défaite de Montauban aux dépens de Lyon 18-25, la victoire de Bayonne sur Montpellier 26-23, le succès de Pau, succès bonifié 34-10 contre le Stade Français, succès 34-16 pour La Rochelle face à Clermont et victoire bonifiée de Toulouse contre Perpignan 31-13. Voilà donc pour ces premiers matchs de la deuxième journée. Jean-Baptiste Elissalde avec nous, notre consultant Sud Radio. Juste ta réaction quand même sur les propos de Bernard Lemaitre, le fait de ne pas avoir réussi à engager quand même ces deux jeunes joueurs que sont Jono et Nouchi, qui sont les meilleurs de leur génération. Voilà, c'est des coups d'arrêt ça dans la politique et le développement d'un club, d'après ce que tu as entendu là du président Lemaitre. On sent qu'il a été politiquement correct, on va dire. Toi, t'aurais dit quoi? Bien évidemment que ça doit le fatiguer un peu, ce genre de choses, parce que ça fait un bout de temps qu'ils étaient dessus. C'est quand même, voilà, là ils visent pas que le jeune espoir, voilà, Jono, Louchi, c'est des garçons qui sont aux portes de l'équipe de France quasiment, et ça prouve bien que Toulon n'est pas encore aussi attractif peut-être que le serait Bordeaux, Toulouse en ce moment, et ça doit vraiment le déranger. Mais ce que j'ai bien aimé dans son discours, c'est que j'ai l'impression, alors c'est peut-être un discours aussi de façade, mais j'ai l'impression malgré qu'ils soient impatients, qu'il va prendre ce temps de laisser Pierre travailler et son équipe pour justement un jour essayer d'accrocher ces jeunes talents, parce que c'est des signes forts quand tu arrives à les accrocher, ces mecs-là. Donc voilà, ça a été ciblé, c'est manqué, il va falloir aller faire un tour ailleurs, peut-être dans un niveau un peu moindre, mais ça doit le déranger un peu de pas être aussi attractif que. On sent qu'il y a quand même une grosse volonté d'être un peu plus attractif. Ouais, le marché des neufs, il est un peu stratégique quand même. Là, voilà, on sent quand même qu'il y a sur les gros clubs. Voilà, ça a bougé et il y a peu de candidats là. Du coup, Jean-Baptiste est candidat, c'est ça la question? Non, c'est pas ça la question. mais c'est vrai que le choix de Jono là pouvait décoincer pas mal de choses en fait. Oui, c'est évident. C'était son choix qui allait décider de tout. Donc du coup, peut-être qu'ils vont essayer de rattraper Baptiste serein, mais je crois que Baptiste a envie de rejoindre son copain Benoît Payog à Montpellier pour faire une dernière pige, d'après ce que j'ai compris. À la fois, si on n'a pas d'autre choix, Baptiste en a encore quand même sous la pédale et c'est un très bon joueur de rugby, donc il n'y a pas trop péril en la demeure. Mais comme il l'a dit, il veut 2 ou 3 équipes compétitives, donc il lui faut un numéro 2 et un numéro 3 de qualité. Et surtout un numéro 1 de top niveau. En effet, aujourd'hui, ils sont tous bouclés. Donc, il va falloir faire avec ou sans et trouver peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, effectivement. Castres peut-il inquiéter Toulon, selon toi, Jean-Baptiste, ce soir, dans un peu plus d'une heure sur ce que j'ai vu sur les...
sur ce que j'ai vu sur les 2 premiers matchs, non. Mais le championnat du top 14 est tellement serré que sur une partie, c'est possible, mais je crois pas. Toulon a dégagé beaucoup de sérénité la semaine dernière et Castres a fait vraiment preuve d'un match trop moyen. Et ce qui les sauvait de temps en temps, c'était leur âme chez eux. Et là, ils l'ont pas eu. Alors bien sûr, il y aura peut-être une petite réaction, mais je sens Toulon au-dessus. Voilà. Pleine maîtrise dans la continuité des 2 dernières années et de la saison dernière, avec l'apport de ces nouvelles recrues. Voilà, je les sens quand même un ton au-dessus de Castres. Ouais, mais tu disais, on parlait justement des demi de mêlée, Jean-Bas, le retour de Santiago Arrata qui a qualifié l'Uruguay pour la prochaine Coupe du Monde, ça peut aider, ça peut porter également le Castres Olympique. On sait à quel point ce demi de mêlée-là est important aussi bien dans le jeu que dans le côté hargne et âme que tu as évoqué juste avant. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça va leur apporter un plus parce que c'est un joueur de qualité. Et c'est vrai que le petit Doubrère a été en difficulté, mais pourquoi il est en difficulté? Parce que les avants castrés ont été pauvres dans l'engagement, pauvres dans les collisions, pauvres dans la technicité pour avoir des ballons propres. Beaucoup de scories, beaucoup sous pression, et si Arrata ou un autre vient à être mis sous pression autant parce que ses avants sont pas assez dominateurs, et ben malheureusement le pauvre peut-être hormis une étincelle et un exploit personnel, mais ça fera pas toute la différence. Donc voilà, j'attends de Castres vraiment bien mieux dans le contenu, mais je pense, je vous le répète, que Toulon a quand même une bonne marge d'avance. Et bon, on va en parler avec Morgane, supportrice du Castres Olympique, qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Morgane, est-ce que l'appréciation de Jean-Baptiste Elissal est de nature à vous inquiéter, voilà, où il sentait donc une longueur d'avance du RCT face au CO ce soir? Alors bonsoir à tous. Non, je crois que je suis entièrement d'accord. En fait, ce qui me fait globalement peur. Enfin, c'est pas que je m'attende à tout, mais comme je dis, avec le CO, on n'est jamais à l'abri d'une victoire. Donc on sait pas, mais bon, les matchs amicaux avaient été plutôt consistants et nous laissaient augurer d'une saison assez, j'allais dire, flamboyante au niveau de l'attaque, etc. Bon, le match contre Pau la semaine dernière m'a laissé, comment dirais-je, dubitative sur la suite. Mais bon, je connais les qualités de ceux que j'appelle mes chouchous. Je vais dire, comme on fait dans les grandes équipes, on est en reconstruction parce qu'on a quand même perdu énormément de cadres et que c'est une équipe qui cherche un peu sa tête. On a plein de jambes, on a plein de mèches de dynamite, et il va falloir un peu de cadre. Jean-Baptiste, l'analyse de Morgane. Mais je vois où elle va en venir. C'est vrai que le petit Doubrère n'a pas été à son avantage la semaine dernière. Le jeune qui est rentré, vous imaginez, je crois qu'il était Krabos l'année dernière. Oui. Voilà, il joue en face de mon fils, donc même s'il a marqué cet essai au soutien, c'est pas lui qui va apporter beaucoup de sérénité dans un match à haute pression. Lebrun a été aussi un peu en difficulté, donc je vois où elle va en venir en parlant de... Oui, il suffit pas que des kilos de muscles, des jambes et beaucoup de vitesse, il faut aussi mettre un peu de tête dans le rugby, mais paradoxalement c'est pas ça qui m'a marqué la semaine dernière. Moi, c'est beaucoup trop de sprint et surtout des avants trop peu dominants dans notre top 14 pour espérer quelque chose. Et voilà. Et contrairement à ça, Toulon a marqué 21 points à Montpellier avec 7 passes. C'est-à-dire qu'ils les ont concassés, brassés en défense, un ballon porté et une sérénité pendant 50 minutes, vraiment pour un premier match de championnat qui m'a un peu bluffé. Donc voilà, l'écart entre les deux matchs font dire que Toulon est devant, mais je vous dis, c'est la deuxième journée du championnat, Castres peut s'être remobilisé, ils ont fait un bon match de préparation, et pourquoi pas aller chercher un résultat à Toulon, mais je le vois pas trop comme ça. Le petit prono, Morgane, avant de vous laisser pour ce soir. Le petit prono, là, je suis très très nulle en prono. Moi, j'aimerais pas avoir de regret. Franchement, je pense que le match de la semaine dernière, c'est un peu bien fait pour nous.
On n'a rien mis de ce qu'il fallait, on a tout fait à l'envers. Donc là, j'aimerais bien tenir. J'aimerais bien rattraper un petit point. J'ai vu les matchs de cet après-midi, donc ce serait bien d'avoir un point. J'aimerais bien que ça tienne. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de se faire peur, parce que déjà l'année dernière c'était un peu compliqué, et que pas s'en prendre 50 et comme au barrage, quoi. Et voilà, tenir, arriver à un point, peu importe combien on en prend, mais si on pouvait en mettre autant, juste à 5, ce serait bien. Un bonus défensif, objectif bonus défensif. J'aimerais. Merci Morgane d'avoir été avec nous. Petit coucou du côté de Mayol, Mathias Merlot, qui va commenter le match dans un peu plus d'1 heure. Salut Mathias. Salut François, salut Jean-Baptiste, salut tout le monde. Ça va, il n'y a pas trop de lumière à Mayol, là, il y a un nouvel éclairage, t'es pas ébloui? J'ai failli mettre les lunettes de soleil, même malgré la pluie. Non, c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. C'est assez impressionnant pour tout vous dire. La sonorisation a également été changée. Non, ça change beaucoup de choses. Ça fait beaucoup plus clair. En tout cas, c'est beaucoup mieux pour commenter la rencontre. Cet alléchant Toulon-Castres, un match serré la saison passée. On espère du spectacle, même si François, les conditions sont difficiles. Il a beaucoup plu sur Toulon toute la journée, et du coup, le temps sera assez humide pour cette partie. Eh ben voilà. Merci Mathias. À tout à l'heure, en tout cas. Match à vivre en direct en intégralité. Tu seras avec Alexandre Priam et toute l'équipe Sud Radio. Jean-Baptiste, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain 18h comme tous les dimanches soirs au cœur de la mêlée, et voilà, avec des invités, des analyses, bien sûr, ton focus un petit peu technique sur le match que tu voudras retenir. Et puis merci, on va au vieux crampon tout de suite, Jean-Baptiste. Exactement, on va faire l'après-match et servir à quelques bières et à manger aux supporters rochelais. Allez, merci pour ton analyse, ton œil. Ciao. Et on se retrouve demain. Bonne soirée à vous, bien sûr, les Quentin et Cyprien. Bonne soirée, François. Et puis bien sûr, on se retrouve demain à 18h.